Bonjour à tous. Est-ce que oui, le micro marche? J'ai un retour un peu, donc ça a l'air de bien marcher. Écoutez, ravi de vous retrouver pour cette troisième séance de la formation plan de sauvegarde des biens culturels, accompagnement à la rédaction. Aujourd'hui, on va être... donc moi, je me présente. Je suis Martina Lange-Bréjon. Je suis régisseur au C2RMF. Et donc, je fais partie aussi du département de conservation préventive. Et je vais animer cette séance avec Jocelyn Perilla, que vous connaissez déjà, et Juliette Rémy, que vous connaissez également. Et nous aurons aussi la chance d'avoir des présentations, des témoignages de différents professionnels tout au long de cet après-midi. Donc il y aura Pauline Etchard, Claire Giry, Françoise Leonelli et Claire Sigaud. Avant de démarrer le vif du sujet, qui est cette séance 3, les espaces de repli et de traitement, je vous propose de faire un petit bilan sur le questionnaire d'avancement qu'on vous avait envoyé. Alors déjà, merci beaucoup parce qu'on a eu énormément de réponses. Donc 239 le samedi, mais en fait, depuis samedi, il y a encore quelques personnes qui se sont rajoutées. Donc là, aujourd'hui, on en est à 242 exactement, ce qui est quand même très chouette. On a vraiment merci pour votre implication et mobilisation. Ça nous fait vraiment plaisir. Donc, pour vous faire quelques stats, un petit retour sur ce bilan, eh bien, beaucoup de ces 242 réponses ont en fait déjà amorcé cette réflexion de la priorisation. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. C'est le but aussi de ces formations, hein, de vous inviter à plonger dans le travail, dans l'élaboration du plan. Et c'est majoritairement un travail collectif pour tous. Donc ça aussi, hein, c'est effectivement le cœur du sujet, en fait. Hein. Élaborer un tel plan, il faut quand même le faire à plusieurs, parce que tout seul, c'est très, très, très laborieux. Ensuite... Pour ce qui est des listes des biens prioritaires, donc elles ont été vous les avez d'abord réalisées plutôt dans les salles du parcours permanent, ce qui paraît assez logique, peut-être le plus simple dans un premier temps. Les expositions temporaires et réserves n'ont pas encore été depuis finalement un mois, depuis la dernière séance, trop amorcées. Les localisations des biens priorisés ont aussi pour un petit pourcentage démarré. Enfin non, quand même, excusez-moi, presque 50%, presque la moitié. Donc non, c'est très, très encourageant. Alors effectivement, sur le plan général, c'est plus rapide, peut-être plus simple que étage par étage ou salle par salle. Vous aurez le temps d'affiner par la suite tout cela. Et pareil, pour établir en fait les listes générales des œuvres prioritaires, vous avez quand même, c'est en cours. Et donc, non, vraiment, je trouve que vous êtes bien mobilisés. Ça fait vraiment plaisir. Et pareil, pour les fiches spécifiques pour chaque bien prioritaire, pareil, tout est en cours. Ça semble être sur une bonne voie. En ce qui concerne la signalétique, c'est un sujet qui est intéressant et qui nous intéressait particulièrement au C2 parce qu'on s'est posé aussi la question pour nos réserves et nos espaces. Donc là, peut-être vous êtes un petit peu moins avancé que pour les listes, mais le logo du bouclier bleu a bien été compris et du coup est utilisé. Il y avait, je vous ai mis donc une solution, donc la rubalise rétro-réfléchissante qui a été beaucoup aussi utilisée par 20% des personnes, pardon. Et puis d'autres, tout simplement les gommettes, des gommettes de couleur. Ça, c'est aussi un début. Nous, pour tout vous dire, au C2, on a commencé par des gommettes rouges, et puis petit à petit, on a fait toutes les phases. On a fait la rubalise et hop, le logo du bouclier. Les 3 étapes. Donc, ce qui n'empêche que voilà, on peut opter aujourd'hui pour un système de signalisation et puis finalement en changer parce que en discutant notamment avec les pompiers, on se rend compte que il y a mieux, etc. Mais donc rien n'empêche que ça, c'est quelque chose d'évolutif évidemment. Et alors la question un petit peu
où il y a un peu d'humain. Là, est-ce que ça a été difficile de prioriser? Parce que c'est vrai que cette deuxième séance n'a été pas forcément évidente. Eh bien oui, c'est quand même effectivement quelque chose de difficile que de faire des listes et de prioriser, de classer. Donc quelque part, c'est logique. Et c'est d'autant plus intéressant de se plonger vraiment dans le travail de priorisation. Et donc à la question quel impact sur la gestion des collections en réserve, vous avez été nombreux à répondre que oui, il y avait un impact et que ça allait impacter donc non seulement l'aménagement des espaces de réserve, mais aussi le mobilier et bien sûr le conditionnement. Que du coup, toute cette réflexion de priorisation a conduit à étendre la problématique et en fait touche la gestion des collections de façon générale. Donc c'est quelque chose de tout à fait naturel et on voit du coup avec ces réponses que vous avez bien compris tout l'impact et toute la complexité de la priorisation. Alors, pêle-mêle, un côté un peu pot pourri, les difficultés rencontrées. Alors, il y en a eu beaucoup et je vous remercie parce que beaucoup d'entre vous ont détaillé ces difficultés assez concrètement. Donc là, j'ai mis juste voilà, des petits points qui revenaient souvent. Donc la question que faire avec les meubles à plan, comment on les priorise, les œuvres qui sont dans les vitrines. Alors souvent on me signalait que les œuvres dans les vitrines étaient petites. Donc comment est-ce qu'on évacue, comment est-ce qu'on priorise les petits formats ou à contrario quid des grands formats qu'on ne peut pas bouger, qu'on peut avoir du mal à protéger même. Donc d'où la question sur le matériel de protection, quel matériel choisir. Et puis, bien sûr, que faire quand l'institution ou l'espace en question est en travaux. Donc tout ça, en fait, c'est effectivement des questions difficiles, plus complexes parfois que pour les autres œuvres. Et là, je vous inviterai vraiment à vous mettre en lien directement avec les pompiers pour en discuter avec eux. Voilà ce qui est à nos yeux d'un point de vue histoire de l'art, muséologie, ça, qui est important, qu'on voudrait prioriser. Mais vous, qui serez sur le terrain, comment feriez-vous? Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que vous nous conseillez de faire, etc. Donc d'où l'intérêt en fait de toute cette collaboration avec les équipes pompiers et puis quand même faire l'exercice, parce que rien de tel pour se rendre compte de la faisabilité d'une opération, surtout pour la partie protection. Voilà donc pour ce qui est du bilan, encore un grand merci pour toutes vos réponses, parce que 242, c'est quand même un bon chiffre. Et là, je vais vous inviter du coup à rentrer dans cette séance 3 de plein pied avec donc parler des espaces de repli et de traitement. Alors, par un biais peut-être un petit peu extrême, par le biais des conflits armés, mais qu'il faut quand même garder en tête. Effectivement, dans un premier temps, on n'élabore pas un plan de sauvegarde, en tout cas en France, avec ce risque-là. Et du coup, j'en profite pour commencer par ça. Donc, comme vous le savez, c'est le bouclier bleu qui travaille beaucoup sur ces questions-là. Il se trouve qu'il y a une petite actualité grâce à une fiche qu'ils vont publier très très prochainement sur cette question. Alors eux n'appellent pas ça espace de repli, mais plutôt les abris et les refuges. Merci. Donc pour mémoire, il n'y a qu'une seule convention qui règle ce type de questions au niveau international. Il s'agit de la Convention de La Haye qui date de 1954. Depuis, il n'y a rien eu de nouveau, rien de plus. Donc, cette convention vise à préserver légalement et physiquement les biens culturels des vols et des destructions par leurs évacuations vers des refuges. Donc, des refuges qui sont localisés, estampillés bouclier bleu. Et pour bénéficier de la protection spéciale, donc certaines conditions doivent être respectées, parmi lesquelles l'importance particulière des biens culturels en termes d'histoire, d'art, de science, de religion ou de culture. Donc là, vous voyez, ça se reconnecte avec la séance 2 de priorisation. Donc même dans ce type
de problématiques extrêmes, la priorisation est quelque chose de très important. Et donc cette fiche dont je vous parlais sur les refuges et les abris, en fait c'est donc une terminologie différente, mais qui finalement revient au terme qu'on utilise nous côté PSBC, c'est-à-dire espace de repli et espace de traitement. Les refuges, le refuge est un lieu en dehors des zones dangereuses dans lesquelles les biens culturels meubles peuvent être temporairement mis à l'abri. Donc ce sont des espaces qui sont repérés, connus de tous et qui permettent du coup, si ces espaces sont attaqués, d'engager la responsabilité pénale de l'attaquant. Donc c'est une force d'un point de vue législatif assez grande. Le refuge est souvent un lieu à valeur culturelle, donc ça peut être un musée, un dépôt d'archives, une bibliothèque, et donc sur lequel on colle, on place le logo du bouclier bleu pour que ça soit bien compris de tous. Et donc cette fiche va viser, vu qu'elle n'est pas encore en ligne, mais ce n'est qu'une question de jours, vise en fait à expliquer ces notions-là pour que tout soit plus clair pour tous. Et donc ces refuges sont inscrits au registre international des biens culturels sous protection spéciale. Et donc, comme je vous le disais, ça recoupe nos terminologies côté PSBC, c'est-à-dire espace de repli et de traitement. Et je vais donc passer le micro à Jocelyn, qui va vous parler des espaces de repli. Bonjour à toutes et à tous. Cette séance-là, cette troisième séance, a donc pour but effectivement d'aborder avec vous les espaces de repli et de traitement. D'où une séance en deux temps, donc deux parties. La première partie va forcément s'articuler autour des espaces de repli que je vais présenter. Ensuite va présenter Juliette. Juliette abordera les espaces de traitement. Donc l'idée était de revenir avec vous sur le principe d'un espace de repli. De quoi s'agit-il ? L'idée du espace de repli, il s'agit d'un lieu de stockage pour les collections qui auront été évacuées. Donc, collections évacuées, ce sont des collections qui auront été dans cet espace sinistré. Elles auront pu être ou pas touchées. Elles-mêmes, ces collections peuvent ou non être touchées, être sinistrées elles-mêmes. En tout cas, l'idée est de les sortir de cette zone sinistrée. Et cette action est menée par les pompiers. Les pompiers vont diriger ces collections sinistrées ou pas, mais en tout cas les sortir de la zone sinistrée et vers un espace de repli. Et cet espace de repli va être un espace temporaire, provisoire, dans l'attente du transfert vers un second espace, qui est donc l'espace de traitement qu'abordera donc Juliette juste après. Donc l'idée, il s'agit d'un espace qui va être utilisé de façon temporaire, donc une phase transitoire. Le temporaire va devoir durer un nombre très limité en fonction de l'ampleur de votre sinistre. Donc l'ampleur de sinistre, il va être utilisé soit quelques heures, un après-midi, une demi-journée, pas plus de 2 jours. Au-delà de 2 jours, toutes les collections sinistrées auront donc été évacuées vers l'espace de traitement. Il faut avoir en tête aussi que cet espace de repli est la zone où vont pouvoir se rencontrer, la première zone où vont se rencontrer les deux forces en présence, les deux grands acteurs, à savoir les pompiers, les services de secours, qui vont pouvoir faire le relais, qui vont pouvoir transférer les collections, les évacuer physiquement et donner le relais de la gestion de ces collections-là aux services, aux équipes patrimoniales, culturelles qui se trouvent sur place. Donc c'est vraiment le seul endroit, le seul moment où il va y avoir une rencontre entre ces deux protagonistes, qui sont les équipes de secours et les équipes culturelles. Juste une petite précision, effectivement, cette rencontre a déjà eu lieu individuellement entre le commandant des opérations de secours côté pompier, qui lui va coordonner les actions de secours pour ses troupes, et d'un autre côté, le coordinateur du PSBC, que vous êtes vous-même. Là, il va y avoir juste une rencontre individuelle entre ces deux personnes. Par contre, la première rencontre d'équipe à équipe se fera dans cet espace de repli, pour un passage de relais. Là, on parle de l'espace de repli. Martina vous a évoqué la notion de refuge. Donc on voulait quand même revenir un peu avec vous sur cette terminologie-là d'espace de repli, puisque vous avez peut-être rencontré différentes expressions qui ont pu être abordées au préalable. Donc déjà a pu apparaître la notion de zone de transit,
qui a pu être utilisé, usité par le passé. On revient sur la même idée, c'est le même principe, la même réalité. Il s'agit ici d'un espace de repli. Donc, de la même façon, autre expression aussi qu'on a pu retrouver, le point de regroupement des œuvres, le fameux PRO. De la même façon, PRO, zone de transit, espace de repli, c'est la même chose. Par contre, il a été décidé d'enlever cette notion, cette expression de point de regroupement des œuvres, le fameux O pour œuvre, de la même façon que pour PSO qui est devenu PSBC, c'est qu'on considérait qu'il s'agissait d'un terme, d'un mot assez réducteur, puisque œuvre ne considérait que, était sous-entendu les œuvres d'art, et déconsidérait tout ce qui était bien autre type de typologie, archives, bien archéologiques ou autres. Donc l'idée était soit d'utiliser point de regroupement des biens culturels, en tout cas, par des échanges, il a été voulu d'utiliser l'expression d'espace de repli, puisqu'en fait, il s'agit là d'une sélection d'un choix de mots qui n'était pas anodin, puisqu'il était déjà employé dans le domaine du secours, de façon à ce qu'il y ait une expression commune, collégialement acceptée, entre domaine culturel, milieu culturel, monde culturel et monde des secours. Donc finalement, un consensus s'est fait autour de cette expression d'espace de repli, puisque là, vous pouvez voir différentes personnes qui l'exploitent, qui mentionnent cette expression-là, que ce soit au ministère de la Culture ou dans le ministère de la Transition écologique, à travers l'EDREAL ou l'ADRIE. Une fois qu'on a convenu, qu'on a défini ce que c'était, qu'on a déterminé ce que c'était qu'un espace de repli, l'idée est de définir avec vous quelles sont les caractéristiques qu'on va retenir pour définir, identifier un espace de repli. On a dénombré 7 caractéristiques pour un espace de repli. La première caractéristique étant que l'idée est donc d'évacuer les collections. Donc l'idée, c'est de ne pas les mettre, investir à un autre espace qui est lui-même un espace à risque. Donc l'idée est avant tout d'avoir une caractéristique sécuritaire. Donc en fait, on va situer l'espace de repli en dehors de la zone à risque. Et quand on parle de risque, c'est un risque soit direct, donc la propagation du feu, la propagation de l'inondation, de la crue, mais aussi collatéral, parce que l'idée, c'est de ne pas évacuer les collections vers un espace de repli qui puisse être lui-même fragilisé structurellement. Puisque par les eaux d'imprégnation, peut-être que le sol lui-même a pu peut-être aussi être fragilisé, peut gauchir. Et dans la mesure où l'espace de repli, ce seront l'espace où vont se rencontrer plusieurs équipes, pompiers avec toute leur barbe, avec tout leur équipement, donc des personnes très lourdes, plus les collections, plus l'équipement, plus les équipes de l'établissement patrimonial, ça fera beaucoup de personnes. Si la zone de repli est un espace qui a été fragilisé mécaniquement, il peut y avoir aussi des problèmes structurels à l'issue. Donc en tout cas, il va y avoir une réflexion, on va choisir un espace de repli en fonction de ses capacités et de sa portance au sol. Autre idée aussi, au-delà de la sécurité, qui dit sécurité, parle aussi de sûreté. Donc le deuxième caractéristique pour choisir l'espace de repli va concerner la sûreté. Il va falloir trouver un espace qui soit autant que possible le plus proche, interne au bâtiment, mais en dehors de la zone de risque, mais interne au bâtiment idéalement. Sinon, ça peut être externe au bâtiment, mais dans un bâtiment voisin, mais au sein du même site. L'idée, c'est de ne pas sortir du site pour l'espace de repli. Il faut vraiment être le plus proche de la zone à risque. Sortir de la zone du sinistre, mais ne pas en être trop éloigné pour les raisons qu'on va évoquer juste après. Et donc, comme on aborde ici le caractéristique de la sûreté, c'est que cette zone de repli, cet espace de repli, va falloir qu'elle puisse être gardée, puisse être surveillée par différents agents, voire même par les forces de l'ordre si jamais on décide de la sortir du site, ou du moins de la sortir en extérieur. Autre caractéristique, troisième caractéristique, c'est qu'il faut que cette zone, cet espace de repli soit protégé des risques météorologiques si on part du principe que l'espace de repli qu'on a choisi, à défaut de mieux, soit la cour par exemple ou les jardins de l'établissement. Quatrième caractéristique, c'est d'être aisément accessible, et du coup ça renvoie à cette notion de sûreté qu'on vient de l'aborder. Il faut que l'espace soit le plus proche possible de la zone sinistrée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va y avoir aussi, comme il va y avoir des mouvements, des norias entre les équipes de secours et les équipes de culture, plus ça sera éloigné, plus on va fatiguer les forces. Donc l'idée, c'est d'être le plus proche possible, de façon à, ne serait-ce que pour préserver les forces humaines, préserver de la fatigue. Et de la même façon aussi, on va essayer de trouver l'espace le plus proche possible, parce que plus ça sera éloigné, moins de collections auront pu être évacuées. Donc c'est pour ces deux raisons, à la fois pour évacuer le maximum de collections dans un temps record, et d'autre part pour éviter de fatiguer de façon trop importante les forces, qu'elles soient de secours ou des équipes du patrimoine. Donc là, c'était pour toutes les
4 caractéristiques liées à l'implantation de la zone. Là, on va voir des caractéristiques 3 caractéristiques liées à l'aménagement même de l'espace de repli. Il faut que votre espace de repli soit le plus propre, le plus sain et surtout le plus dégagé possible, de façon à ce que les collections sinistrées puissent s'y investir. Idéalement, être alimenté en électricité. Vous pensez aux prises, donc l'espace de repli aura ses prises électriques, mais il faut quand même garder en tête que selon la nature, l'ampleur du risque, l'ampleur du sinistre, et la nature du sinistre, peut-être que l'électricité aurait peut-être été coupée. Idéalement, il faut avoir de l'électricité, mais par contre, peut-être que le jour même du sinistre, peut-être qu'elle aura été coupée si c'est un dégât par les eaux, par exemple. Donc vous n'êtes pas assuré d'avoir dans votre espace de repli de l'électricité. En tout cas, par contre, s'il a pu être préservé, de toute coupure d'électricité, à ce moment-là, bien évidemment, vous pourrez avoir des lampes sur place, pourquoi pas un ordinateur, et à ce moment-là, utiliser le courant électrique. 7e caractéristique, et là, pour le coup, c'est le backblast, effectivement, l'espace de repli devrait être autant que possible le plus grand, avoir une surface assez étendue, ce qui est en soi un idéal, donc avec un grand espace, mais c'est rarement disponible, effectivement, comme vous le savez tous, dans vos bâtiments, dans vos institutions. Le moindre mètre carré est bien évidemment très convoité, si bien qu'il est difficile d'avoir des espaces dédiés, des espaces suffisamment grands pour être considérés comme un espace de repli. D'autant plus que plus votre espace sera grand, plus il sera possible d'y mettre des collections sinistrées. Or, si vous avez trop de collections sinistrées, il va vite être engorgé, vite être saturé, et si bien qu'à ce moment-là, en cas de saturation, vous ne pourrez plus y rajouter donc des nouvelles collections sinistrées. C'est pour ça qu'il y a vraiment cette idée-là qu'on a évoquée à la première diapositive, qui est cette idée de temporalité. Vraiment, on est dans une zone provisoire, parce que forcément, elle va être très rapidement saturée. C'est pour ça qu'il va falloir avoir une zone haute, soit un deuxième espace de repli dans les premiers jours, ou un espace de traitement qui va, lui, être utilisé plus longuement. L'idée était dans ces images-là effectivement d'attester les points qui ont été évoqués préalablement, puisque dans cet espace de repli, vous allez effectivement avoir la rencontre entre les forces de secours, comme vous pouvez le voir ici à gauche, et les agents de la culture à droite, qu'on retrouve ici. Vous avez ici un espace de repli relativement contraint, il n'y a que 2 tables, on est limité dans l'espace. En tout cas, cet espace de repli est bien utilisé pour 2 fonctions principales. Le tri entre collections sèches, humides, mouillées, qu'abordera Juliette, et le pointage, pour garder une traçabilité. Toute autre action ne sera plus utilisée, l'espace de repli ne pourra pas être employé pour les autres actions, mis à part le tri et le pointage. Les autres actions ici énumérées, Juliette y reviendra après. Donc, localisation d'un espace de repli. Il faut avoir en tête que comment choisir notre espace de repli, comment le localiser. Il y a 2 stratégies à garder en tête. Une stratégie verticale, d'évacuation verticale, une stratégie d'action, d'évacuation horizontale. Qu'entendons-nous par là? Donc ça, il faut l'avoir en tête, parce que en fonction de la stratégie qu'on va opter, et que les services de secours vont opter, pour laquelle ils vont opter, les risques ne vont pas forcément être les mêmes. Les risques, de façon générale, seront accrus sur l'axe vertical, pour les raisons suivantes. Dans le cas d'un incendie, les fumées, les flammes, la chaleur a tendance à monter. Ce qui fait que les risques sont ascendants. C'est pour ça qu'en fait, le fait de monter, en cas d'un incendie, des collections, on va causer un surrisque. De la même façon, et inversement pour l'inondation, les eaux, dans le cas d'une inondation, d'eau d'imprégnation ou lors d'un incendie, les lances utilisées pour éteindre l'incendie, les eaux vont avoir tendance à ruisseler et donc à descendre. C'est pour ça que dans le cas par les eaux, il va y avoir un risque descendant, par les flammes, par l'incendie, un risque ascendant. En plus, la caractéristique verticale va être aussi poser un obstacle qui est celui de l'absence d'ascenseur, puisque les ascenseurs et monts de charge seront probablement coupés, ne pourront plus avoir accès. C'est pour ça que l'idéal, pour ces raisons-là, il faudrait privilégier une stratégie d'évacuation horizontale, donc à savoir sur le même niveau. C'est un idéal, et on va voir dans la diapositive après que ce n'est pas forcément toujours le cas. Donc l'idée est donc de trouver un espace de repli le plus proche possible et idéalement sur le même niveau. Néanmoins, il faut aussi garder en tête que forcément, dans le temps, que ce soit l'humidité ou que ce soit la chaleur, il n'y aura pas un risque direct d'eau liquide sur les collections si on est sur l'axe horizontal. Par contre, le transfert de chaleur et d'humidité va quand même se faire dans le temps sur l'axe horizontal. La stratégie d'évacuation va donc dépendre du sinistre. Va dépendre même de 2 choses. Donc pour choisir si on est sur l'axe vertical ou l'axe horizontal, il faut avoir en tête qu'il y a
le sinistre qu'il faut avoir en tête. La nature du sinistre, ça va dépendre de la nature du sinistre et ça va dépendre aussi de la nature du bâtiment. Pourquoi dans la nature du sinistre? Dans le cas d'une inondation, on va quand même être amené à reposer sur la verticalité. Si vous avez des crues, si les eaux viennent par le bas, l'idée c'est d'évacuer dans un mouvement ascendant les collections. Donc les collections vont être remontées vers les niveaux supérieurs. Donc là, on est quand même dans une évacuation verticale. Dans le cas d'une inondation ou d'une crue. Dans le cas d'un incendie, à ce moment-là, il va y avoir deux réflexions à avoir. Tout va dépendre en fait du type de recoupement anti-feu. Et c'est cette nature-là, ça va être le nombre de recoupements coupe-feu qui va déterminer si vous allez être sur une stratégie horizontale ou verticale. Et cette idée de recoupement coupe-feu, elle est totalement liée à l'ancienneté de votre bâtiment. Un bâtiment récent, a priori, il va répondre à des normes incendie, et du coup, les compartimentages vont être nombreux. Il va y avoir plusieurs portes coupe-feu, il va y avoir des trappes de désenfumage, il va y avoir tout un système qui a été conçu pour, si bien qu'à ce moment-là, puisqu'on va pouvoir circonscrire l'incendie, la propagation de l'incendie et des fumées et de la chaleur, là, à ce moment-là, la stratégie horizontale pourrait totalement être envisagée, ce qui fait que les services de secours vont pouvoir évacuer les collections sinistrées depuis l'espace de sinistré et les acheminer derrière le compartimentage, donc derrière les portes coupe-feu. En revanche, dans des bâtiments plutôt anciens, classés monument historique, les normes, sans doute, les normes ne sont pas forcément toujours, il n'est pas forcément toujours possible de respecter toutes les normes incendie, en tout cas de pouvoir assurer un compartimentage totalement efficient. Il y a souvent des faiblesses au niveau de l'étanchéité de ces bâtiments anciens, si bien qu'à ce moment-là, l'espace de repli va devoir répondre à une stratégie plutôt verticale. Et comme l'idée est de pouvoir, par rapport à un risque incendie, l'idée est donc de pouvoir évacuer vers l'espace de traitement le plus rapidement possible. Autrement dit, ça serait une stratégie verticale, inférieure, descendante, puisque l'idée, ça serait donc de pouvoir évacuer les collections vers un espace de repli au niveau du rez-de-chaussée, voire même à l'extérieur du bâtiment, soit dans la cour ou soit dans une annexe du bâtiment. Se pose aussi du coup la question du nombre d'espaces de repli qu'on va pouvoir envisager. Est-ce qu'il faut qu'ils soient uniques? Est-ce qu'il faut qu'ils soient nombreux? Plus vous serez sur un site qui sera important, plus il y aura de scénarios possibles à envisager par rapport à une source de sinistre. Et à ce moment-là, plus il va falloir envisager des espaces de repli nombreux. Donc ça, vous le faites déjà dès maintenant, au moment où vous formalisez votre PSBC, donc en amont du sinistre. Déjà, vous allez devoir identifier les zones, votre espace de repli. Donc il y aura plusieurs espaces de repli à identifier selon les situations d'urgence. Donc là, il va falloir effectivement essayer de définir et de regarder où sont vos locaux à risque, locaux techniques et autres, tout système que vous avez vu au moment de la première séance, c'est-à-dire tous les espaces à risque. Vous les visualisez et à ce moment-là, trouver un espace de repli le plus proche possible. En ayant en tête qu'au moment du sinistre, lorsque le sinistre va se manifester, ce sont les services de secours là qui vont pouvoir regarder les espaces de repli que vous auriez préalablement déterminés, mais c'est eux qui vont le choisir, celui en fonction du sinistre. Donc en fait, au moment du sinistre, ce sont les pompiers qui choisiront parmi tous les espaces de repli que vous aurez identifiés, c'est eux qui vont déterminer lequel est le plus propice, le plus adapté à la situation à laquelle ils sont confrontés. L'idée aussi, c'est que les services de secours vont probablement choisir parmi, certes, les espaces de repli, mais peut-être, faute d'avoir un espace de repli, vont peut-être choisir un espace où il se trouve déjà des collections présentes, des collections exposées par exemple, puisque ce sont des espaces suffisamment dégagés. Sauf que vos collections, comme elles auront été sinistrées, elles auront peut-être subi des eaux d'imprégnation, les eaux de lance d'incendie, ce qui fait qu'elles vont être gorgées d'humidité, et elles risquent d'apporter humidité ou de la suie ou des salissures, ce qui fait qu'elles risquent de contaminer les collections saines vers lesquelles elles sont dirigées. C'est pour ça qu'en fait, on va autant que possible éviter d'utiliser des espaces d'exposition ou des espaces où se trouvent déjà des collections saines. On va éviter d'utiliser ces espaces-là pour faire un espace de repli. À défaut d'autre chose, si jamais, pour une raison X ou Y, on utilise ces espaces de stockage avec des collections saines pour en faire un espace de repli, le risque donc d'augmenter l'humidité et d'apporter des moisissures va devoir être contrecarré en protégeant vos collections qui sont saines, soit en les évacuant elles-mêmes, ce qui fait que ça va faire des manipulations supplémentaires et vous n'aurez pas forcément la présence d'esprit ou les équipes sur place pour retransférer des collections qui sont saines et qui ne l'auraient pas forcément nécessité, ou alors les isoler.
les déposer, les décrocher et les isoler par un système de bâche. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus satisfaisant, mais c'est un minimum à réaliser pour éviter justement ce risque collatéral ou ce surrisque. Une fois qu'on a défini toutes ces caractéristiques ou ces problématiques de localisation, l'idée aussi est d'évoquer avec vous quelles sont les solutions qui sont généralement retenues, celles qu'on envisage le plus fréquemment pour définir un espace de repli. Généralement, l'espace de repli sera un espace donc interne, et souvent ce qu'on va pouvoir utiliser, ce sont des salles de réunion, des espaces pédagogiques, des halls, des couloirs. Et si jamais c'est une salle d'exposition temporaire, par exemple, si la salle d'exposition temporaire est vide, elle peut être utilisée. Par contre, si c'est une salle d'exposition temporaire avec des collections déjà présentées, à ce moment-là, il va falloir rappeler qu'il va falloir donc tout démonter, déprotéger, isoler. Une fois que vous les avez identifié ces zones, que vous les avez choisies, il va falloir pouvoir les matérialiser sur votre plan de sauvegarde des biens culturels. Donc, il va falloir utiliser un logo adapté. Donc, par exemple, ici, là, dans le plan que proposait Marie et Courcelot, et qui est donc téléchargeable en ligne sur le site internet du C2RMF, le choix du logo employé était ici un triangle rose qui permet de visualiser quel est l'espace de repli, en tout cas pour ce niveau, celui que vous avez du coup identifié. Et de la même façon, ce sera le pompier qui déterminera si c'est l'espace qui sera le plus adapté à la situation, mais il va falloir donc bien évidemment le matérialiser sur vos plans. Aussi, quelque chose qu'on peut être amené à oublier, c'est que si jamais vous êtes amené si jamais votre établissement bénéficie de travaux, potentiellement, les espaces de repli peuvent totalement être réinterrogés, puisqu'il y aura potentiellement des changements de recoupement coupe-feu. Et s'il y a des nouveaux recoupements coupe-feu, peut-être que l'espace de repli qui était envisagé dans un premier temps plus éloigné va peut-être pouvoir être rapproché. Donc, selon la nature de vos travaux, gros œuvres, seconds œuvres, vous pouvez peut-être réévaluer votre situation et pourquoi pas déterminer un espace de repli plus proche ou de nouveaux espaces de repli, en plus de ceux que vous aviez déjà listés. La solution retenue aussi, c'est que si on vous la présente plus tardivement, c'est parce que ce n'est pas celle qu'on conseille, mais à défaut d'autre chose, ça peut être la solution, c'est d'évacuer les collections à l'extérieur, puisque comme on reste sur une logique de quelques heures, une demi-journée, 2 jours grand max, selon les intempéries, selon la saison, il peut y avoir des surrisques. Après, si c'est vraiment quelques heures, c'est peut-être à envisager. Donc d'utiliser un espace de repli extérieur, donc dans la cour, dans le jardin de votre site. Le problématique qui s'ajoute à ces espaces de repli, outre la météo, c'est la sûreté. Si vous êtes dans l'enclos de votre site, à ce moment-là, la sûreté n'est pas problématique puisque vous avez toujours vos agents de surveillance. Par contre, si l'espace de repli est choisi être dans la rue ou dans un espace attenant, un square ou autre, à ce moment-là, il va falloir renforcer les équipes de surveillance et voire même faire appel aux forces de l'ordre pour pouvoir contrôler et éviter tout surrisque tel le vol ou le vandalisme. Donc on va privilégier les zones sécurisées privatives, donc la cour ou le jardin, et à ce moment-là, pensez toujours à la surveillance, si jamais on évacue dans la rue. Et pour lutter contre les problématiques de météo, il va falloir aussi protéger physiquement contre les aléas météorologiques, à savoir les intempéries. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir utiliser des tentes, des barnums, un conteneur métallique, pourquoi pas. Ça peut être aussi employé, ou encore ici, ce que vous pouvez voir dans l'illustration inférieure, ce qu'on appelle une SMG, une structure modulaire gonflable, qui est en fait une tente donc gonflable, qui va vous permettre justement suffisamment grande pour pouvoir être employée pour une évacuation vers l'extérieur. À titre d'illustration, les Archives nationales de Paris, sur le site parisien, donc sur le site de l'hôtel de Soubise, ont une SMG, donc cette fameuse structure modulaire gonflable qu'on peut voir ici à l'écran, donc dégonflée, regonflée, qui occupe une surface de 54 mètres carrés, qui a été donc dans le cadre d'un test gonflé au sein de la cour. Donc vous avez ici une vision de ce que cela représente en termes de surface et du nombre de personnes qui peuvent l'investir. Elle a été gonflée grâce à un système de groupe électrogène, donc grâce à des pompes en une quinzaine de minutes. Donc c'est rapide, si on est équipé, c'est suffisamment rapide pour être gonflé. À savoir, par contre, c'est que forcément, ça a un coût. C'est un coût hors taxe, dans un tour de 7 000 à 10 000 euros hors taxe pour l'installation. 7 000, c'est rien que la tente, enfin rien que cette fameuse SMG, et jusqu'à 10 000 euros selon les options que vous allez retenir. En 2015, et en plus c'était un coût 2015, effectivement, qui a été communiqué par les Archives nationales,
En 2015, on était en hors taxe, à 6 600 € hors taxe pour la tente gonflable. Le groupe électrogène qui permettait aussi de la gonfler ou qui permettait d'alimenter les éclairages intérieurs qui étaient eux-mêmes en option était à 700 €. Et donc, plus vous aurez d'options telles que le plancher, l'éclairage ou le système de ventilation, plus forcément il y aura le coût à augmenter. Une fois que vous avez choisi, retenu, identifié votre espace de repli, il va falloir pouvoir aussi l'aménager rapidement le moment du sinistre. L'idée est d'avoir du matériel prêt à emploi. Donc, on va tout de suite penser à des tables pour pouvoir y poser les objets. Donc, les tables, ça va être soit des tables pliantes, ça peut être aussi des tréteaux avec un panneau dessus. Donc, des choses assez faciles à monter de façon à pouvoir accueillir les collections évacuées, comme ici, on peut voir qui a été utilisé, donc des tables pliantes qui ont été utilisées dans le cadre de l'exercice mené par le Bouclier Bleu en Ariège à Moulin-Neuf en 2018. Mais ces tables, on ne va pas les laisser telles quelles. Il va falloir aussi les protéger, pour deux raisons. Il va falloir y revêtir une bâche plastique de type polyane, donc un film plastique, pour non seulement protéger la table elle-même, parce que la table va boire l'eau, parce que du coup, comme on aura évacué des œuvres sinistrées qui auront peut-être été imprégnées de l'eau des lances d'incendie, il va falloir protéger la table elle-même, donc de tout risque de dégradation par les eaux, au risque de contaminer d'autres biens ultérieurs qui seront posés dessus. Puisque la table, potentiellement, les tréteaux peuvent être démontés, la table peut être repliée, peut être remisée après l'espace de traitement, après que l'espace de repli ait été utilisé. On risque de faire des contaminations croisées sur d'autres collections. C'est pour ça qu'on va protéger la table elle-même de façon à ce qu'elle évite de s'imprégner d'humidité. Deuxième raison, c'est inversement, c'est d'éviter à ce que toute la poussière ou toutes les suies ou toutes les salissures des tables, des tréteaux remontent par capillarité au niveau de vos collections sinistrées, puisque si elles sont imbibées d'eau, avec l'humidité qu'elles contiennent, il peut y avoir un transfert de tout ce qui est salissure et de saleté, et au risque de s'incruster dans les pores même de vos matériaux. Donc là, l'idée est d'avoir une bâche qui va permettre justement de faire une interface entre votre table et vos collections sinistrées évacuées. Enfin, sinistrées ou non, mais qui auront été évacuées. Vous avez votre table, vous avez votre bâche. On va utiliser aussi du papier de soie. Le papier de soie est relativement non pelucheux, peu absorbant, ce qui fait qu'il va pouvoir être utilisé aussi, pourquoi pas, en plus c'est facilement, on peut facilement le remployer ou du moins le jeter, enfin, peut se changer très rapidement. C'est une solution aussi pour pouvoir avoir toujours un espace de travail relativement propre. Et en plus, comme il est relativement rigide, il peut aussi, pourquoi pas, servir, pas de plateau, mais au moins soutenir certains documents fragiles. Donc bien évidemment, ça restera à l'échelle du document. Même un livre, ça deviendra déjà trop lourd pour que le papier de soie puisse le retenir, mais pour des documents fragilisés, ça peut être toujours une solution à minima. L'idée aussi, c'est que, comme on l'a évoqué, en général, votre espace de repli va vite être saturé, engorgé de collections sinistrées et évacuées, si bien que on a beau avoir mis des tables, au bout d'un moment, il y a de fortes possibilités pour que vous deviez aussi placer vos collections directement à même le sol. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut avoir en tête d'avoir des palettes éventuellement prêtes à emploi. Et si jamais vous utilisez le sol, que ce soit du sol ou des palettes, il y a la même idée selon laquelle il va falloir aussi revêtir votre sol ou vos palettes du fameux bâche polyane, enfin une bâche en polyéthylène transparente, une bâche plastique pour éviter le transfert de salissures ou d'humidifier votre sol ou vos palettes, au risque de les fragiliser et de contaminer celles-ci. Une fois que vous avez placé vos tables au niveau de votre espace de repli, il va falloir distinguer autant que possible deux zones, une zone pour le tri, une zone pour le pointage. Le pointage qui va vous permettre d'assurer une meilleure traçabilité. Donc votre espace de repli va être donc distingué entre table ou espace, ou une zone, en tout cas à l'intérieur de votre espace de repli. Il y aura donc une zone dédiée au pointage, une zone dédiée au tri entre collections sèches, humides et mouillées. Toujours garder à l'esprit que potentiellement vous n'avez pas l'électricité. Si vous l'avez, tant mieux. À ce moment-là, vous pouvez aussi y mettre des lumières, des sources d'éclairage, de façon à pouvoir voir. Sinon, vous serez obligé d'utiliser des lampes torches à pile. On a quand même bien en tête, quand on vous explique cette organisation interne, on a bien en tête qu'il s'agit d'un idéal. Après, c'est un idéal qui est quand même limité en termes de matériel. Il s'agit de tables, de bâches, de papier de soie et des sources d'éclairage.
Pour l'espace de repli, on n'a pas forcément idéal si on a d'autres choses, mais là il s'agit ici d'un minimum. Vous avez ça, vous avez le papier, enfin tout ce qui va être papeterie pour faire justement le pointage. A priori, déjà vous avez déjà un premier niveau qui est déjà assez satisfaisant, au-delà des équipements de protection individuelle que vous aurez donc sur vous à y avoir réfléchi en amont. Mais tout va dépendre en fait de tout ce matériel entre EPI et matériel et fourniture. Tout va dépendre de la capacité à avoir accès au matériel. Donc en fait, votre matériel de première urgence pour cet espace de repli va devoir effectivement être réfléchi et être au plus proche de cet espace de repli de façon à pouvoir être extrait et pouvoir être mobilisé au moment du sinistre. Par rapport à l'espace de repli, donc on a abordé là les différents critères. Donc là, vous avez une bonne notion de ce que c'est qu'un espace de repli. On a retenu quelques vidéos qu'on ne vous présentera pas, qu'on vous laissera le soin justement au moment entre cette séance-là et la suivante, que vous pourrez donc visionner de votre côté. Mais 2 vidéos qu'on a choisies, donc qui sont accessibles sur Internet, pour 2 raisons différentes. La première, puisqu'elle va aborder le risque de crue, elle dure 2 minutes et elle présente en 2016 au musée du Louvre l'évacuation, donc dans une évacuation ascendante, puisque c'était la crue. Donc les collections ont été évacuées vers les niveaux supérieurs pour protéger les collections qui étaient dans la réserve. Et donc vous pourrez donc ainsi voir cette vidéo-là. On a choisi comme deuxième exemple un exercice beaucoup plus récent, qui est donc celui qui a été mené en septembre 2022 au musée Condé de Chantilly. Et là, ce qui était intéressant, donc là, vous pourrez voir, c'est très furtif, mais en tout cas, vous pourrez le percevoir dans cette vidéo, 3 espaces de repli qui ont été utilisés en extérieur du château, donc dans la cour du château. Vous pourrez voir un barnum qui a été utilisé, un conteneur métallique aussi, et aussi, alors il ne s'agit pas d'un espace de repli, mais en tout cas le véhicule qui va permettre justement de transférer les collections qui ont été évacuées vers l'espace de traitement qu'abordera Juliette juste maintenant, juste après, plus tard, vers cet fameux espace de traitement externe en dehors du site du château. Là, je vais laisser maintenant, par rapport à cette gestion de l'espace de repli. On a aussi, vous souhaitez, au C2RMF, aussi accueillir et demander à Claire Sigaud, régisseuse au musée des années 30 de Boulogne-Billancourt, de nous expliquer toute sa prospection, toute l'investigation qu'elle a menée justement pour choisir à la fois espace de repli et espace de traitement, et donc toutes les démarches qu'elle a entreprises dans cette entreprise. Merci Claire. Bonjour à tous, donc je suis Claire Sigaud, je suis régisseur des collections dans les musées municipaux de Boulogne-Billancourt et j'ai participé aux ateliers d'élaboration du plan de sauvegarde. Donc cette présentation vise à vous présenter les espaces de repli et de traitement que nous avons envisagés et essayer de vous faire un retour d'expérience. Je vais par contre aborder quelques points que vous avez déjà vus mais qui ont un lien aussi avec la question qui nous occupe aujourd'hui. Il s'agit donc de la priorisation des collections, qui est donc une étape très importante pour prendre conscience du nombre d'objets qui vont être prioritaires, du nombre d'objets que l'on va devoir évacuer et le volume que cela va représenter. Ça va influencer la recherche ensuite pour les espaces de repli et pour les espaces de traitement, puisqu'il faut que les dimensions des objets soient adaptées, et pareil donc pour le volume des espaces qui seront choisis. Pour cette phase, il est important de solliciter les pompiers une fois que vos plans, vos fiches seront rédigés. De notre côté, ça nous a fait beaucoup évoluer notre réflexion sur le nombre d'objets à évacuer. On s'est rendu compte que les pompiers étaient capables d'en évacuer beaucoup plus que ce qu'on avait envisagé, et aussi au niveau donc de la taille des œuvres. Ça nous a fait aussi évoluer après physiquement le plan. Donc là, je vous montre un exemple du 2e étage du musée. J'ai mis de manière fictive les œuvres prioritaires, donc les petits carrés en rouge. On a mis donc les photos de l'objet et aussi les photos de l'objet en salle, bien représenter à chaque fois les encadrés rouges pour que le pompier voit tout de suite la priorité, et marquer aussi, visualiser tout ce qui est socle ou podium qui pourrait être un obstacle. Pareil, donc ensuite, les listes d'œuvres et les fiches d'évacuation prioritaire, où on remet la photo de l'œuvre et la photo de l'œuvre en salle, et aussi où on met la photo du système d'accrochage. Donc ce nombre d'œuvres que l'on met dans cette liste, que l'on marque sur notre plan, ça va forcément influencer ensuite les espaces de repli et de traitement.
je vous montre aussi un exemple c'est une petite aparté, c'est un exemple donc de fiche réflexe, vu qu'on a parlé qu'on allait avoir tout type de collections qui allaient entrer dans ces espaces. On va avoir des collections qui sont mouillées, on va avoir des collections qui auront pris la fumée, il y en a qui seront brûlées, il y en a qui seront pas du tout endommagées. Donc on a fait nous des fiches réflexes avec des restaurateurs pour envisager les premières réactions à avoir face à ce type d'objet, ou au contraire ce qu'il ne faut pas faire, pour permettre justement dans la zone de repli d'avoir les bonnes réactions et les bonnes attitudes, puisqu'on sera dans une situation a priori de stress vu qu'on sera en zone sinistrée. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant aussi à mettre en place. Donc maintenant, j'aborde les espaces de repli à proprement parler. Donc vous avez déjà eu une petite définition. Donc moi, je vais aller très rapidement. Donc l'espace de repli, c'est vraiment un espace temporaire où on va stocker les collections de manière très limitée dans le temps, où on va côtoyer donc les équipes de secours et nous, personnel du musée. Pour cette phase, nous nous sommes mis en relation avec notre service sécurité sûreté, donc à la ville de Boulogne-Billancourt, et avec les pompiers, où on a élaboré en fait avec eux les différentes possibilités qui s'offraient à nous. Donc ça a été extrêmement utile pour trouver le lieu de repli immédiat. Pas relativement facile, mais néanmoins trouver une phase, un lieu donc pour une phase qui est temporaire est quelque chose d'assez finalement d'assez facile à trouver lorsqu'on s'entoure en fait des équipes sécurité sûreté qui finalement sont assez habituées à ce genre de choses. Dans notre cas, ils nous ont d'ailleurs conseillé de faire plusieurs scénarios. Pour l'instant, on en a 2 qui sont envisagés et on est en train de préparer sûrement un 3e scénario. Donc, c'est ce que je vais vous présenter. Ici, donc, je vous ai mis donc, l'entrée du musée des années 30 pour que vous puissiez visualiser où on se trouve. Le musée s'insère à l'intérieur de l'espace Landowski, qui est un pôle multiculturel. Donc, le premier scénario auquel on a pensé, ça serait un mode peu dégradé où les pompiers interviennent à l'intérieur du musée, mais nous-mêmes, personnel du musée, pouvons encore accéder à nos espaces. Donc dans ce premier cas, nous avons pensé à évacuer nos collections dans la salle monumentale, que vous pouvez voir donc, sur le plan à droite, en bas. Donc c'est une salle à l'intérieur du musée, qui est de très grand volume, qui permettrait de stocker des œuvres de grande dimension et qui possède aussi un accès de plein pied vers l'extérieur, qui permettrait d'évacuer par la suite à l'espace de traitement. Le deuxième scénario, donc là, c'est vraiment plutôt adapté à notre configuration. Donc, comme vous le voyez, nous sommes à l'intérieur de l'espace Landowski et ce qui sépare les différents pôles culturels de cet espace, c'est ce qu'on appelle la nef, que je vous ai donc localisé également. Et donc, dans ce deuxième scénario, on partirait de l'optique qu'on est face à un sinistre de plus grande ampleur où les équipes du musée ne peuvent plus accéder à l'intérieur du bâtiment. Par contre, peuvent accéder à l'espace Landowski. Et pour rester en intérieur, pour évacuer nos collections sinistrées ou non sinistrées, en tout cas nos collections prioritaires, on a opté pour cet espace de repli à l'intérieur de la nef, qui bénéficie aussi d'un PC sécurité qui est là 24/24 et 7 jours sur 7. Donc ça nous permet d'être en intérieur et d'avoir aussi cet aspect sécurité. Et enfin, donc, le troisième scénario, mais qui là doit être validé parce qu'on l'a simplement abordé, ça serait en fait, comme vous le voyez sur le plan à gauche, donc on a l'espace Landowski et puis on a l'hôtel de ville. Donc on s'est dit que dans un scénario très dégradé, où on ne peut plus accéder même à l'espace Landowski, on partirait du principe d'évacuer à l'hôtel de ville. Donc vu que c'est une rue piétonne en fait qui nous sépare, on part de ce principe d'aller évacuer les collections à l'intérieur de l'hôtel de ville. Alors les espaces de traitement, donc pareil, je passe rapidement puisque vous aurez donc une présentation dédiée. C'est un espace qui va accueillir les collections qui auront été sauvées par les pompiers pour être traitées par des restaurateurs et par les équipes du musée. Et donc c'est un lieu qui cette fois-ci va être occupé de manière beaucoup plus pérenne dans le temps. Donc pour nous, en tout cas, c'est sûrement l'étape qui a été la plus difficile. Autant il est facile de trouver un espace qui va être mobilisé pour quelques heures, pour une journée ou pour 2 jours maximum, autant trouver un espace qui soit libre, que l'on puisse utiliser, qui soit suffisamment grand, qui soit disponible, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué à trouver. De manière générale, le manque de place et de locaux est un problème pour les musées, un problème pour les collectivités. Donc, nous avons tout d'abord opté pour un lieu
qui au départ avait le mérite donc d'être proche du musée, qui était accessible avec des accès facilités pour les œuvres de grande dimension, qui avait un volume suffisamment important pour accueillir nos collections, qui permettait aussi de faire du compartimentage parce que l'espace était suffisamment grand, avec un point d'eau, avec de l'électricité, qui permettait donc d'accueillir des restaurateurs. Le problème de ce lieu, c'est qu'il était forcément donc utilisé comme un espace de stockage par un autre service. Donc il n'était pas envisageable de le vider, de le laisser vide pour que personne ne l'utilise. Donc nous avons opté pour établir une convention avec le service qui était concerné par ce stockage et avec la direction de la logistique de la ville de Boulogne, pour que, si sinistre il se produit, ce lieu soit néanmoins fléché pour être notre lieu de traitement et qu'il s'engage à l'évacuer pendant que nous évacuons les collections dans la zone de repli. Ils évacuent tout ce qu'il y a dans ce lieu de stockage pour que nous puissions, dans un second temps, y apporter les collections. Et en contrepartie, nous nous engagions auprès de la direction de la logistique de former les agents qui étaient volontaires à la manipulation d'œuvres d'art. Le problème, donc, c'est que maintenant, nous n'avons plus le lieu que nous avions trouvé. Je vous montre ici donc l'espace de traitement initial qui était en cours d'évacuation et en cours de nettoyage, puisque nous avons dû renoncer à cet espace parce que nous avons déménagé nos collections externes. Et donc, ce lieu que nous avions choisi pour notre lieu de traitement est devenu en fait une réserve externalisée pour nos musées. Donc nous avons dû le retirer de notre plan et nous sommes actuellement à la recherche d'un nouvel espace de traitement. Le point positif, en revanche, de cette situation, c'est que nous avons dû visiter beaucoup de lieux sur Boulogne pour envisager les différents scénarios possibles pour nos réserves, même si c'est celui-ci qui a été sélectionné. Donc ça veut dire qu'on a quand même engagé un certain nombre de réflexions avec les services de la ville pour trouver des lieux qui soient adaptés à des œuvres d'art. Donc c'est un travail que l'on doit donc remettre maintenant en marche. Et ça nous permet aussi de nous reposer des questions par rapport à ce lieu de traitement et par rapport aux différents scénarios que j'ai abordés rapidement tout à l'heure. La nef n'est pas envisageable pour devenir un espace de traitement. Elle ne peut pas être mobilisée pendant plusieurs mois. En revanche, il y a peut-être une possibilité pour l'hôtel de ville, donc c'est une solution qui resterait à creuser, à essayer de voir s'il y a des lieux qui pourraient aussi faire l'objet d'une convention de partenariat, comme on avait pu le faire pour ce lieu, ou le rez-de-chaussée donc du musée, en fonction aussi de l'état, de l'ampleur du sinistre. En conclusion, donc, ce que j'essaye aussi de vous montrer, c'est que le plan de sauvegarde, c'est un document qui est évolutif. Par exemple, pour nous, pour la priorisation des collections, la rencontre avec les pompiers a fait beaucoup évoluer en fait les choses. Donc, nous retravaillons même actuellement avec des collections nouvelles qui entrent dans nos musées. On réfléchit en fait à la priorisation toujours des collections. Là, nous n'avons plus d'espace de traitement actuellement, mais on va reprendre, comme je vous ai dit, donc les dialogues que l'on avait initiés pour trouver un autre lieu. C'est un document aussi qui s'inscrit vraiment sur un temps long, puisque donc ça fait quand même déjà un petit moment qu'on y travaille, et comme je vous le dis, donc les choses changent, les choses évoluent, et il faut aussi du temps pour trouver les solutions et pour les cristalliser ensuite avec les différents services. Donc, et le problème aussi, c'est cette recherche de lieux qui nous concerne aujourd'hui. C'est un problème plus global que l'on a dans nos musées, dans nos collectivités de recherche d'espace. C'est quelque chose qui manque cruellement pour tout le monde. Donc le dialogue est vraiment essentiel. En tout cas, ça a été le cas pour nous. Entre les différents services et les différentes directions, ça nous a permis vraiment de nous projeter sur certains lieux et d'avoir aussi de l'aide en fait dans la recherche. Ça a permis de mobiliser différents acteurs sur le projet et même de créer un certain engouement. Donc voilà, j'insiste sur ce côté partenariat et je vous remercie pour votre attention. Voilà, alors avant de faire, donc merci beaucoup de nouveau à Claire pour ce retour d'expérience. Avant de faire une petite pause bien méritée, je vais commencer par amorcer le discours sur les espaces de traitement. Et puis donc après la pause, nous aurons deux exemples aussi, deux retours d'expérience sur ce sujet-là.
Alors, donc je pense que vous avez bien compris ce qu'était l'espace de repli. Donc maintenant, moi, je vais vous parler des espaces de traitement. Donc Claire a commencé à aborder la question et je l'en remercie. La pédagogie s'est répétée, donc c'est parfait. Alors, cet espace de traitement, donc en fait, c'est un espace qui, donc de deuxième intention. Hein, vous l'avez compris, l'espace de repli, c'est vraiment l'espace de première intention où on va mettre les collections évacuées au moment du sinistre. Et l'espace de traitement, ça va être l'espace de deuxième intention, comme son nom l'indique, où on va pouvoir mener un certain nombre d'interventions de traitement sur les œuvres sinistrées. Donc un espace dédié à la gestion et aux interventions donc pour les œuvres sinistrées, évacuées. Par exemple, alors, le pointage, pour la traçabilité. Donc ça, c'est une étape, on l'a vu, qui peut éventuellement être menée dès l'étape de l'espace de repli, mais qu'on va refaire ou faire, si on ne l'a pas fait avant, à l'espace de traitement. Le constat d'état de vos objets sinistrés ou pas, d'ailleurs, puisque comme Jocelyn l'a dit, effectivement, on va évacuer certaines œuvres qui parfois ne seront pas sinistrées finalement. Le tri, ça aussi Jocelyn a commencé à l'aborder, entre collections humides, mouillées, moisies, brûlées, le cas échéant. Donc ça aussi, c'est des choses, le tri un peu sommaire, on aura pu faire au moment de l'espace de repli, mais là, vous verrez qu'on va le faire de manière beaucoup plus fine dans l'espace de traitement. Et puis ensuite, d'autres interventions, c'est là où on va faire sécher les collections qui seront donc humides ou mouillées, où on va pouvoir aussi procéder à des premiers traitements de conservation-restauration, donc du nettoyage si nécessaire, des consolidations, là encore, et ou du reconditionnement. Et donc effectivement, ça, Claire l'avait mentionné, c'est un espace qu'on va pouvoir utiliser de manière, enfin, sur un terme beaucoup plus long que l'espace de repli. Hein. L'espace de repli, c'est vraiment quelques heures, 1 ou 2 jours grand maximum. L'espace de traitement, c'est un espace qu'on va pouvoir et devoir exploiter à moyen, voire à long terme. Alors, pour ce qui est de ces caractéristiques, effectivement, vous allez voir qu'un certain nombre se recoupent par rapport à celles qu'on a déjà vues pour l'espace de repli. Effectivement, c'est un espace qui doit offrir un certain nombre de garanties. Donc, effectivement, autant que possible, c'est un espace qui doit garantir, on l'a déjà évoqué pour les espaces de repli, la sécurité et la sûreté des collections, bien évidemment. Donc que ce soit à l'intérieur de votre établissement ou dans un espace externe, on y reviendra plus en détail. Lui aussi, bien sûr, doit se situer en dehors de la zone à risque. Il doit également être protégé des risques météorologiques. Hein, donc on l'a vu pour les espaces de repli, évidemment, c'est la même chose pour les espaces de traitement. Et lui aussi doit effectivement être suffisamment grand pour le déploiement de vos collections, puisque je vous ai dit que c'était le lieu où on allait les mettre à sécher. Donc effectivement, on va tout étaler un peu partout. Donc là, il va falloir beaucoup de place. Pour vous donner grossièrement une idée, parce qu'effectivement, ça dépend des collections auxquelles on a affaire, mais on considère en général que c'est un espace qui doit faire 2 à 3 fois la surface des collections qu'on va mettre dedans pour pouvoir tout bien étaler correctement. On le verra tout à l'heure. Enfin, il y a des illustrations qui vous montreront un petit peu ça. Lui aussi, il doit être relativement proche de l'institution sinistrée. Alors, il peut se permettre d'être un petit peu plus loin que l'espace de repli, bien évidemment, mais pour des raisons effectivement d'organisation pratique, et puis aussi parce que comme les collections qui vont y être déplacées sont encore des collections qui sont fragiles, eh bien, on ne peut pas se permettre de les déplacer sur une trop longue distance ou sur un temps trop long. Ça va induire des risques supplémentaires. Donc, effectivement, il faut que ce soit relativement proche de votre institution. Et bien évidemment, c'est un endroit qui lui aussi doit être aisément accessible, avec des circulations simples et dans l'idéal, en effet, avec 2 portes pour l'entrée et la sortie pour éviter un croisement de flux. J'aurai l'occasion d'y revenir également. Et lui aussi, bien évidemment, c'est un espace qui doit être propre, sain et dégagé. Alors, ce n'est pas fini.
encore quelques caractéristiques. Donc, puisque j'ai dit que c'était un endroit où on allait mettre à sécher des collections, il faut que ce soit un espace qui soit ventilé, où la circulation d'air doit être suffisante pour faciliter l'assèchement des collections. Donc, voilà un lieu qu'on peut aérer ou qu'on peut ventiler. Et effectivement, dans l'idéal, mais c'est une des conditions quand même assez importantes, c'est un espace qui devra être équipé de prises électriques, effectivement, puisqu'on va pouvoir y installer des appareils de régulation d'air, des ventilateurs, des déshumidificateurs, etc. Donc, il faut quand même que vous ayez un minimum de prises pour pouvoir brancher ces installations. Et enfin, si possible, dans l'idéal, cet espace bénéficie de conditions thermohygrométriques contrôlées. Alors, si ce n'est régulé, au moins surveillé pour que vous puissiez un peu voir aussi l'évolution de votre environnement. Et donc, vous voyez sur les photos les collections qui sont mises à sécher. Donc, vous voyez que tout de suite, ça prend beaucoup de place. Alors, pour ce qui est de l'organisation, effectivement, comme c'est un espace où on va commencer à faire certaines opérations sur les œuvres, il va falloir quand même réfléchir un petit peu à son organisation afin que les espaces à l'intérieur soient bien identifiés, bien séparés les uns des autres, que les circulations à l'intérieur de l'espace soient fluides et que les flux ne se croisent pas trop. Donc, c'est important de prendre quand même le temps d'organiser cet espace, même très simplement au début, avant d'y transférer les œuvres. Voilà. Donc effectivement, les espaces doivent être répartis de manière fonctionnelle. On doit y prévoir une zone de quarantaine pour bien sûr mettre à l'écart les collections qui présenteraient des contaminations, des moisissures. Une circulation, j'en ai déjà parlé, raisonnée des collections en fonction de leur état, donc les collections qui sont sèches, les collections mouillées, humides, mouillées, faire que tout ça ne se croise pas trop. La gestion des flux, bien évidemment, entre eux aussi, donc les collections bien sûr, mais également les matériaux que vous allez utiliser pour gérer vos collections. Donc un petit schéma assez simple pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc vous avez une entrée à un bout de votre zone de traitement. Donc le premier espace que vous avez, c'est la zone de tri. Donc c'est là où vous allez trier vos collections entre ce qui est sec, ce qui est humide, ce qui est mouillé, ce qui est moisi éventuellement. Et donc pour ce dernier cas, vous les mettez tout de suite dans votre espace de quarantaine, donc vous voyez qui est bien séparé quand même du reste. Ensuite, vous avez une zone de séchage et de traitement d'urgence, le cas échéant, pour les œuvres qui sont mouillées ou qui sont humides. Effectivement, à ce moment-là, on a aussi, le cas échéant, possibilité de les renvoyer vers la zone de quarantaine, si nécessaire. Et puis, alors pour les œuvres qui sont sèches, elles vont directement là, mais une fois que vos œuvres humides, par exemple, sont sèches, vous les passez dans cette troisième zone, donc la zone pour les œuvres sèches et saines. Et puis, ça ressort par un autre bout. Donc, vous voyez que ça ne sort pas par le même endroit que l'entrée, on n'a pas de croisement de flux. Et puis vous avez deux autres espaces bien identifiés et séparés du reste qui sont d'une part pour le stockage de votre matériel, donc ça c'est bien séparé de vos zones où il y a des œuvres, c'est comme dans les réserves pour éviter toute contamination éventuelle. Puis enfin on sait bien où sont les choses, c'est facile de les trouver, de les identifier. Et puis un espace qui est plutôt dévolu pour le personnel, donc un espace de pause. Ça c'est un espace qu'il ne faut pas oublier, qu'il ne faut pas négliger. Effectivement, on reviendra sur cette notion-là un peu plus tard dans le cycle, mais voilà, c'est important de se ménager aussi un petit espace où on se recharge ses batteries, parce qu'on n'est pas des super-héros. Enfin, moi je suis sûre que non, je vous laisse juge. En tout cas, dans ces moments un peu particuliers, on a tendance un peu à être porté par l'adrénaline, à surestimer ses forces. Mais il faut vraiment faire attention aussi à soi. Donc voilà, cet espace, il est aussi important dans votre espace de traitement.
Alors, on l'a un petit peu aperçu sur les photos tout à l'heure. Donc, effectivement, l'organisation va pouvoir aussi intégrer des structures de travail et de stockage pour vos collections. Donc, sur les photos, vous vous rappelez, on a vu des tables sur lesquelles les documents étaient mis à sécher. Donc effectivement, voilà, tout ce qui est mobilier, les tables, les rayonnages, tout ce qui est équipement, les ventilateurs, les déshumidificateurs, on en a déjà parlé, des fournitures, des consommables éventuels. Donc vous aurez un premier aménagement, voilà, à minima, si on peut dire, de cet espace avant l'arrivée des collections, et rien ne vous empêche de l'améliorer petit à petit. Effectivement, vous pouvez récupérer au fur et à mesure éventuellement du mobilier, des rayonnages par exemple de votre musée qui ont pu être mouillés, sinistrés ou je ne sais quoi. Si vous les nettoyez en tout cas, vous pouvez les récupérer pour les amener dans cet espace de traitement et améliorer votre organisation petit à petit. Donc effectivement, si vous récupérez du mobilier qui a été sinistré, ça demande un minimum de précaution, donc de nettoyage et de désinfection et de séchage, bien évidemment. Ça, on n'y pense pas forcément systématiquement, mais c'est quelque chose qui pourrait vous être utile éventuellement, l'allocation d'une benne pour entreposer des éléments démontés dont vous n'auriez pas forcément un besoin impérieux là tout de suite, mais dans l'attente de l'assureur, en fait. Votre assureur, il va pouvoir vous demander des preuves matérielles des dégâts. Et donc, effectivement, il faut en garder. Et donc voilà, si vous avez besoin, éventuellement, vous pouvez avoir recours à la location de cette benne. Alors bien évidemment, selon ce que vous mettez dedans, il faut l'entreposer en dehors de l'espace de traitement pour éviter tout risque sanitaire ou tout risque de contamination. Donc l'organisation, voilà, pour le travail, le stockage, et puis aussi par rapport à vos collections. Donc effectivement, ce sont des notions que j'ai déjà évoquées. Donc on isole tout ce qui est, enfin, les zones sont séparées en tout cas en fonction des collections. Donc ce qui est sec, ce qui est humide, ce qui est mouillé. Alors la différence entre humide et mouillé, enfin je pense que vous la faites, mais ce qui est humide c'est un peu touché par l'eau et ce qui est mouillé c'est ce qui est vraiment détrempé. Donc on peut bien mettre le curseur entre les deux. Et puis après, effectivement, voilà, dans chacune des zones, en fonction des documents que vous avez entreposés dedans, elle va être plus ou moins importante et vous allez pouvoir l'aménager, voilà, en fonction des collections que vous avez à y mettre. Effectivement, ce qui pourra vous aider là-dedans, c'est, Claire l'évoquait justement dans sa présentation, c'est vos fiches d'œuvres prioritaires. En fait, vous aurez un certain nombre d'infos dessus, notamment sur vos œuvres, sur les dimensions, sur le poids, sur l'encombrement, ce qui va vous permettre d'évaluer un peu à la louche les superficies et les volumétries dont vous pourrez avoir besoin pour vos espaces, donc pour l'espace de traitement évidemment, et puis aussi pour la phase transport vers cet espace de traitement, et puis si besoin, effectivement pour des traitements de congélation par exemple. Donc voilà, là vous pouvez vous aider de vos fiches sur lesquelles un certain nombre d'informations sur les œuvres figurent. Et effectivement, voilà, ça aussi, c'est des choses que j'ai évoquées. Donc, votre espace de traitement, il sera organisé d'une certaine façon au début. Et puis, tout ça va évoluer, en fait, parce que vos collections, elles vont sécher petit à petit. Vous aurez des traitements qui seront faits au fur et à mesure. Donc, tout ça va se réorganiser de manière un petit peu continuelle. Il y a de la place qui va être libérée à certains endroits, peut-être au profit d'autres. Le circuit des collections, etc., va pouvoir un peu progresser selon les collections qui seront sèches, qui pourront partir en restauration, etc. Voilà. Alors, on vous a préparé une petite série de diapos là, qui vont suivre, qui font aussi écho à ce qu'a présenté Claire sur la question des fiches réflexes, sur comment on prend en charge ces collections sinistrées. Effectivement, sur cette phase traitement, vous serez amené bien sûr à vous faire aider de conservateurs-restaurateurs, parce que tout ce qui est nettoyage, consolidation, etc., c'est pas vous qui pourrez le faire. Néanmoins, vous, à votre échelle, vous pourrez faire un certain nombre de choses de première intention, et notamment en faveur du séchage des collections. Et donc effectivement, c'est bien de réfléchir en amont, comme l'a montré Claire, sur voilà ce qu'il faut faire, parce que c'est vrai que le jour J, on n'a plus forcément toujours tous ces neurones. Donc voilà, on vous a préparé quelques diapos avec des grandes lignes qu'on complétera, je vous montrerai ensuite, avec un petit peu de biblio pour que vous puissiez aller vous faire vos propres fiches réflexes.
Donc voilà, pour tout ce qui est collection sèche, j'ai envie de dire c'est un peu le plus facile, donc ça marche un peu pour tout. Faut le mettre dans la zone sèche, bien évidemment, dans l'attente de leur évacuation, donc soit vers retour dans votre établissement ou dans un autre établissement patrimonial, pourquoi pas, ou vers un prestataire si besoin. Et puis donc ensuite, voilà, on a organisé ça un petit peu selon les typologies, les matériaux concernés, et puis la situation, donc entre collection humide ou collection mouillée. Donc vous voyez par exemple pour les objets métalliques, là voilà pour les objets 3D en fait. Objets en métal, vous voyez que ce n'est pas forcément complètement les mêmes choses que les collections soient humides ou soient mouillées. Si c'est humide, on fait sécher un peu tout seul. Si c'est mouillé, il va falloir faire intervenir des matériaux absorbants. C'est un petit peu la même chose pour des objets 3D qui ne seraient pas en métal, donc tout ce qui est matériaux organiques ou hygroscopiques, donc le bois, le cuir, etc. Pour tout ce qui est peinture et documents graphiques, c'est à peu près les mêmes procédures selon que ce soit humide ou mouillé. Vous pourrez voir par contre là plutôt selon le type de document ou les altérations. C'est ce qu'on a vu aussi sur les fiches réflexes de Claire. Pour les livres, voilà, c'est un petit peu les mêmes procédures, mais comme pour les objets, on ne sait pas exactement les mêmes gestes. Si c'est collection humide, collection mouillée, on ne va notamment pas les placer de la même manière. Si c'est juste humide pour faire sécher, on peut les mettre debout, alors que si c'est vraiment détrempé, il faut les mettre à plat pour ne pas risquer de suraccident structurel, on va dire. Pour les photographies, ça va dépendre surtout du support, en fait, selon si vous avez des tirages papier, des négatifs ou d'autres types de photos. Pour les textiles, donc voilà encore quelques éléments. Et puis voilà, donc je vous le disais, quelques éléments bibliographiques pour compléter un peu ces tableaux assez simplifiés qu'on vous propose. Donc des fiches qui sont faites notamment par la BNF, mais pas seulement. Donc des fiches plutôt ici sur cette diapo vraiment de l'organisationnel. Donc comment on évacue les documents, comment on les fait sécher, comment on les congèle le cas échéant. Donc effectivement les fiches de la BNF vont concerner plutôt les documents graphiques. Vous avez donc une autre fiche, alors c'est une fiche assez conséquente, elle fait une 60aine de pages, faite par Cosa-Doka, où là donc il y a effectivement des fiches réflexes, mais c'est un petit peu plus large, ça va aussi sur l'organisationnel, et le précis de l'IFLA, donc là aussi plutôt pour les collections bibliothèques papier. Et d'autres fiches réflexes là plus typologiques. Alors encore une fois des fiches de la BNF, donc en typologie de sinistres, donc d'une part pour les collections sinistrées par les eaux et d'autre part par les incendies. Là par contre, il y aura un peu tout type de collection et de matériaux. En fait à la BNF bien sûr il y a beaucoup de papier, mais pas seulement. Il y a aussi des objets, enfin il y a des musées aussi, donc il y a un peu tout matériau, tout type d'objets. Donc le même Cosa-Doka qu'on vous a remis parce que effectivement c'est un document qui est assez complet. Donc il y a à la fois des fiches réflexes typologiques et des fiches organisationnelles à l'intérieur. Et puis d'autres fiches qui sont en anglais cette fois, qui sont faites donc sur un site qui s'appelle Conservogram, un site américain où là c'est vraiment des fiches réflexes par typologie d'objets ou par matériaux. Donc voilà quelques pistes pour élaborer vos fiches réflexes. Alors, encore une fois, je vais faire écho à des choses qui ont été dites par Claire. Donc, les solutions retenues pour l'espace de traitement. Donc, effectivement, votre espace de traitement, selon la configuration de votre musée, il peut être interne, mais il faut quand même avoir à disposition un espace qui sera très grand et très vide, ce que vous avez quand même rarement. Donc, la plupart du temps, l'espace de traitement, il va se situer à l'extérieur. Donc, par exemple, on peut penser par une salle polyvalente, un gymnase, tout type de salle. Voilà, ça c'est des choses qui nous donnent des idées. Des types d'espaces qui étaient utilisés comme centre de vaccination pendant le Covid. Tout ça, voilà, c'est des espaces où vous pouvez voir avec votre tutelle pour éventuellement les utiliser comme espace de traitement.
Alors effectivement, il va falloir bien baliser tout ça avec votre collectivité, le cas échéant, si vous souhaitez pouvoir utiliser ce genre d'espace. Donc bien sûr, une prise de contact préalable, une visite du site pour valider que votre idée était bonne et que ça va bien pouvoir fonctionner. Si vous êtes en construction, en réhabilitation, en création de nouveaux espaces, de réserves externalisées, que sais-je, vous pouvez intégrer à votre réflexion sur le PSBC et vous dire bah tiens, il y a peut-être un espace qui pourrait devenir espace de traitement ou en modulant des surfaces. Enfin voilà, c'est quelque chose qui peut être intégré à votre réflexion si vous avez un projet architectural en cours. Et puis, bien évidemment, l'exploitation d'un tel espace, donc en particulier si c'est un espace externe, il va falloir conventionner très probablement avec votre collectivité ou avec quelle que soit la partie prenante. Si l'espace est habituellement occupé par d'autres fonctions ou mutualisé avec d'autres services, c'est effectivement ce que Claire évoquait. Et donc, si vous devez faire une convention, il ne faut pas oublier donc effectivement cette mise à disposition en situation de crise de ces espaces, donc des espaces que vous devrez lister pour bien que tout le monde soit au clair sur de quoi on parle. Préciser les délais de libération, de mise à disposition. Éventuellement, alors ça c'est aussi un sujet sur lequel on reviendra au cours d'une autre séance, mais le cas échéant, la mise à disposition de matériel. Peut-être c'est un espace où il y a déjà, par exemple, j'en sais rien, des tables ou des choses que vous pourriez utiliser. Et donc, effectivement, là aussi, lister ce dont vous pourriez avoir besoin et comment c'est rendu, dans quel état c'est rendu ensuite. Et là aussi, pourquoi pas la mise à disposition de moyens humains que vous pourrez avoir formés préalablement. Et bien sûr, les conditions d'accueil et d'accès aux utilisateurs habituels, on va dire, de l'espace, une fois que c'est vous qui êtes dedans, pour respecter bien sûr des règles notamment de sûreté. Donc voilà, la liste des personnels autorisés, quelles sont les modalités en tout cas d'entrée et d'accès à ces lieux. Voilà, et donc juste avant de faire la petite pause, quelques vidéos, là aussi on ne va pas les regarder maintenant, vous pourrez aller les voir plus tard dans l'intercession. Donc une vidéo sur Montargis, donc les espaces de traitement utilisés après les crues de 2016. Alors, d'une part, l'évacuation dans une zone de repli qui va devenir une zone de traitement. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui est possible aussi, si c'est suffisamment grand et si ça s'y prête. Et une autre vidéo consacrée à une zone de traitement là, sur le plus long terme, où il y a eu des traitements de conservation-restauration qui ont été faits. Et puis, une autre vidéo, alors là, on sort du cadre du territoire national, mais c'est une vidéo donc, sur le musée national brésilien, suite à l'incendie de 2018, qui vous montre des zones de traitement spécialement installées dans des espèces de conteneurs, ce qu'il appelait conteneurs laboratoires. Voilà. J'en ai fini. Je vous propose que nous fassions... Quelle heure est-il ? Nous ne sommes même pas en retard, je suis très admiratif. Donc je vous propose royalement un quart d'heure de pause et je vous propose qu'on se retrouve à 35. Merci. Bravo.